Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso grouille de monde. Dans les rues de ce pays sahélo-sahélien au PIB crescendo, passé de 5 550 milliards de francs CFA en 2010 à 9 550 milliards de francs CFA en 2020, les habitants, à pied, à moto ou en auto, vaquent à leurs occupations. Quartier Pissi, siège du RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, 9h. Les activistes de la lutte contre la corruption au Faso, issus des organisations de la société civile, sont réunis. Au menu de la séance de travail du jour, la finalisation du rapport 2021 sur l'état de la corruption. Coupable de complicité. Bon, complicité de corruption. Là, c'est plus complet, quoi. Okay. Sur la table de ces gendarmes anticorruption, un nouveau dossier, la contrebande de carburant. La presse nationale en fait ses choux gras, le RENLAC, sa nouvelle affaire. En première ligne, ce syndicaliste. Le trafic de carburant qui entremêle corruption, flux financiers illicites et blanchiment de capitaux dévoile, selon lui, un préoccupant état des lieux de la corruption. Quand il y a eu l'insurrection, il y a eu un slogan qui a été fortement lancé au Burkina, que désormais plus rien ne sera comme avant. Ça fait qu'en souvenir de la révolution sankariste, beaucoup de fonctionnaires ont eu peur et se sont donc rétractés un instant pour que dans le plus rien ne sera comme avant, ils ne soient victimes. Donc 2015 et 2016, il y a eu une légère baisse. Mais finalement, de 2016 à aujourd'hui, la corruption a repris du poil de la bête. Ceux qui gouvernent, le parti au pouvoir, avaient gagné les élections en 2015. Ils avaient dit qu'ils nous donnaient rendez-vous en 2020 avec tolérance zéro de la corruption. Et ils avaient même promis que la note du Burkina, par Transparency International, qui était de 40 sur 100, donc moins de la moyenne, qui est 50, qu'ils allaient la faire passer de 40 sur 100 à 60% en 2020 pour briguer un nouveau mandat. Et effectivement, en 2018, Transparency, avec ses critères, avait noté qu'il y avait une légère progression et qu'on était à 42 sur 100. Mais curieusement, 2019 et 2020, on est retombé encore à 40%. Donc c'est comme si on a fait du surplace. Donc pour quelqu'un qui était à 40%, qui vise 60% et qui se retrouve au bout du parcours à 40%, on peut dire que c'est quand même une préoccupation. Au bas du classement 2 à 3 décennies en arrière, le Burkina Faso a gravi, de fin 2014 à 2016, des échelons dans le classement des pays les moins corrompus au monde. Au cœur de cette avancée, un contexte local favorable avec notamment la mise en place d'une institution dédiée, dirigée par un magistrat hors grade, avec plein pouvoir d'investigation et de poursuite. Après l'insurrection populaire, on a eu véritablement une baisse de la courbe de la corruption. Mais depuis 2017, on constate une remontée de la corruption dans la perception globale, que ce soit les résultats de l'enquête annuelle faite par le RENLAC, que ce soit les notations de Transparency International, on voit que le Burkina Faso fait du surplace. Et donc, quand vous faites du surplace, ça veut dire que vous stagnez, et qui stagne régresse. Parce que les positions que nous avions en 2014-2015, aujourd'hui, nous avons des pays qui sont devant nous, le Ghana, le Sénégal, et nous venons en 3e ou 4e position, alors que nous occupions les premiers rangs. Pourquoi alors ce recul au pays des hommes intègres où, outre l'agence publique, les activistes de développement réunis en une seule organisation sont très actifs sur le terrain? L'incivisme, doublé de la perte du sens de l'État, conduit à un développement de la corruption, parce que la corruption se développe là où l'individualisme est important, là où le sentiment d'appartenir à une collectivité est de plus en plus dissolu.
Ce qui fait que, au lieu d'avoir l'esprit patriotique et l'esprit de l'État, chacun pense qu'il peut avoir quelque chose pour lui. Et c'est ce sentiment-là, quand on voit ce sentiment d'incivisme, ce sentiment où il y a des remises en cause de l'autorité de l'État, ce sont des terreaux favorables au développement de la corruption, dans la mesure où beaucoup de personnes perdent le sens de l'État et le sens de la collectivité. Chaque jour, on épingle des hauts fonctionnaires et ils restent à leur poste. Et ils sont assis sur les dossiers. Donc, le régime ne donne pas d'exemplarité. Et nous avons évoqué leurs traitements salariaux qui n'étaient pas conformes à un décret qui existe et qui définit le montant des salaires des ministres. Si cette baisse de régime est mécontente, le RENLAC, outil de veille, d'alerte et de dénonciation des actes de corruption, porte plusieurs dossiers devant le temple de Thémis. De 2017 à la date d'aujourd'hui, nous avons 25 dossiers de justice dans lesquels nous avons dû nous impliquer, soit en portant plainte directement, soit en nous constituant partie civile, après que d'autres personnes ont porté les choses devant les tribunaux. Donc c'est devenu aujourd'hui un pan très important de notre action, parce qu'à notre création, on n'avait pas ce pouvoir-là. Et chaque fois qu'on voulait rentrer dans un dossier judiciaire, on avait des réponses comme « n'a pas intérêt à agir » ou bien « partie civile non acceptée », parfois sans raison, mais rejetée par les juges. Ces affaires, qui vont de la fraude au concours à l'enrichissement illicite des gouvernants, en passant par les pots de vin autour des marchés publics, lui donnent des motifs d'espérer. Le directeur général des engagements nationaux, qui est un des commis de l'État de haut niveau, il a été dénoncé par un entrepreneur autour d'un marché public que cet entrepreneur avait eu et qui tourne autour de 100 millions. Et le directeur général de ces engagements nationaux exigeait en dessous de table une vingtaine de millions. Eh bien, cet opérateur économique a commencé à payer, mais après il s'est rendu compte que s'il finit de payer, de toute façon, ce qui va lui rester, pas seulement qu'il n'aura pas de bénéfices, il ne pourra pas exécuter correctement le marché. Il s'est approché de nous pour dire comment on pouvait l'aider. On dit non, c'est simple. Il vous a demandé, vous avez commencé à payer, vous avez les traces. Vous lui écrivez une lettre, en bonne et due forme, vous lui dites que vous renoncez à cet acte de corruption et vous voulez qu'il vous retourne les sommes que vous avez déjà avancées. À partir du moment où on sera saisi de cette opération-là, eh bien, on peut engager une procédure en justice contre lui. Si vous avez le courage, parce que les procédures en justice, ça demande du courage. Ce qui a été fait, ça a été pénible. Parce que ce procès-là, avant d'être jugé, a subi 14 renvois. Et le monsieur ne réside pas à Ouaga, il réside à Koudou, il était obligé chaque fois de se déplacer pour venir ici. Donc au premier jugement, il a été... le directeur des engagements nationaux a été reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 24 mois de prison, dont 12 fermes. Et le monsieur a été reconnu aussi pour complicité, puisqu'il avait déjà commencé à payer les chèques. Mais comme la loi burkinabé fait une ouverture pour permettre d'absoudre l'acte de corruption du corrupteur s'il se répand et est la source pour que la chose soit dénoncée, il n'a pas été condamné à des peines. Si des acquis sont enregistrés, qui de l'impact de cet activisme. Il y a des gens même qui utilisent le RENLAC comme épouvantail. Certains sont revenus clairement pour dire qu'on voulait leur faire certaines choses et ils ont dit, bon, si vous faites ça, moi je vais déposer une plainte et je vais informer le RENLAC. Et ils nous ont dit que lorsqu'ils disent ça, on dit, bon, si c'est ça, ça va. Bon, en tout cas, dans certains milieux, nous avons une réputation de ne pas être flexible. Dans une situation d'insécurité, il y a des flux d'argent qui circulent. Et le Burkina Faso a été épinglé comme étant un pays dans la zone grise du blanchiment d'argent.
Ça veut dire que c'est des lieux de passage d'argent et qui exigent que l'on mette en place un encadrement très serré, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la création d'entreprises. Vous avez des situations dans lesquelles vous voyez des immeubles qui poussent et qui les construit, avec quelles ressources, comment cela est-il fait? Parce que c'est l'immobilier qui est le lieu de prédilection du blanchiment d'argent. La lutte contre la corruption permet de sauvegarder ce nombre de ressources. Parce que s'il n'y avait pas ce combat contre la corruption, même s'il n'a pas des résultats exceptionnels, mais je crois que le Burkina Faso se serait retrouvé à un moment donné en cessation de paiement, avec des fonctionnaires qui seraient avec des arriérés de salaire de plusieurs mois. C'est parce que aussi il y a une sorte de regard qui est là et qui évite que l'on fasse un certain nombre de choses qui seraient préjudiciables pour le bien public. Le regard extérieur se montre favorable. Même s'il relève des faiblesses, cet économiste enseignant-chercheur et ce journaliste, spécialiste des sujets de gouvernance et de développement, sont formels. Le RENLAC se positionne comme un gendarme anticorruption qui fait bouger les lignes. Un travail, j'allais dire, au titre des OSC, et qui est très remarquable aussi dans la mesure où, en fin de compte, non seulement ils font des études, ils essaient de mesurer le niveau de la corruption au niveau du pays, mais aussi en fait, de dénoncer tout fait de corruption et parfois même aller pour porter plainte au niveau de la justice. Et c'est vrai, ce sont des cas de succès. Mais au-delà de ces cas de succès, il faut se dire que la corruption, le gros problème de la corruption, c'est qu'elle est difficile à identifier et à combattre. Comparé à certains autres pays, on peut dire effectivement que nous avons des structures qui sont assez combatives et qui permettent donc de pouvoir mener cette lutte. Mais en dépit de cela, en fait, il faut se dire qu'en fait, on a encore beaucoup de choses à faire. Chaque année, il y a des rapports qui sortent et qui sont très bien documentés parce que quand vous prenez le temps de parcourir ces rapports, vous découvrez vraiment des choses ahurissantes. Quand les rapports sortent comme ça et qu'il fait les classements des différents secteurs les plus corrompus, et lorsque les journalistes justement vont couvrir la publication des rapports, le journaliste vient et dit par exemple la douane est passée première ou la police est passée première. Et s'il se trouve que la police est deuxième et non première, la police appelle tout de suite la direction pour dire non, non, non. Nous, on a dit qu'on était deuxième, on n'était pas premier. Vous voyez l'effet que ça fait parce que les gens, ils ont peur qu'on les cite, qu'on dise oui, qu'ils sont corrompus. Sur le terrain, ça fait bouger quand même les lignes, même si il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais le RENLAC se positionne aujourd'hui comme le gendarme de la société civile, justement, en termes de lutte contre la corruption au Burkina. Ouais. 1145 km de là, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pays, locomotive de l'économie sous-régionale avec 39% de la masse monétaire de l'UEMOA, présente un dispositif étatique de lutte quelque peu différent de celui de son voisin du Nord-Est. La touche ivoirienne, la création d'un ministère dédié à la lutte, aux côtés d'autres instruments mis en place par le gouvernement, dont l'Inspection générale d'État et la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Organe créé par ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 en charge de la répression des actes de corruption et infractions assimilées. Cette institution joue un rôle capital dans le contrôle de la corruption au regard de la déclaration de patrimoine imposée aux personnes occupant des fonctions à risque de corruption au niveau de l'État. La nécessité d'une coordination des actions du gouvernement en la matière étant d'acuité, le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption a vu le jour en avril 2021. Des juridictions spécialisées dans la prise en charge des infractions liées à la corruption ont été mises en place et fonctionnent.
La cellule nationale de traitement des informations financières a vu le jour en vue de lutter contre les circuits financiers clandestins, les blanchiments de capitaux et le financement du terrorisme. Lutter contre les circuits financiers clandestins, c'est le sens de la mise en place en juin 2021 du GS-Loi, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal par le CNS, Conseil national de sécurité, à la manœuvre de l'exécution du mandat du chef suprême des armées du pays, aux côtés d'anciens frères d'armes, des sortants écoles de gendarmerie, engagés sur le premier théâtre opérationnel de leur carrière, un terrain clivant qui commande le suivi strict des consignes. Vous êtes sans ignorer les dégâts qui sont commis par l'orpaillage illégal sur l'économie nationale, sur l'environnement et sur la population. Le démantèlement d'un site d'orpaillage est une opération complexe en ce sens où on ne va pas en guerre. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est une mission de sécurité. Il est hors de question de prendre un individu pour aller le fouiller tout seul de côté. C'est le meilleur moyen de se faire agresser. Vous prenez les gens, on les regroupe, quand l'endroit est sécurisé, on les fouille et on les embarque. Des instructions bien suivies sur différents théâtres du territoire national, y compris sous la pluie, comme ce fut le cas à Zaguinasso dans la Bagoué. De jour et de nuit, comme sur ce site, démantelé à Angovia, à cheval sur les régions de la Maraoué et des lacs. Ce cordage nous a servi de sangle de sécurité. Voilà, entre les puits, d'une profondeur de 60 à 50 mètres. Voilà, il fallait attacher les reins des jeunes avec ce cordage-là pour être sûr que personne ne se retrouve au fond d'un tunnel. Là, un travail à la chaîne, on a pu sortir tous ces feuilles-là. 10 mois après, aucune perte dans les rangs des hommes au front qui, sur des théâtres bien souvent difficiles, ont dû camper. Le moral haut, le cœur à l'ouvrage. Dernière année du dispositif national Spacia, plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées. Une innovation de l'école ivoirienne anticorruption qui intègre un numéro vert et une plateforme informatique pour recueillir les dénonciations, les signalements ou alertes des cas de corruption et infractions assimilées en vue de leur traitement. Dénoncez efficacement des faits de corruption et d'infractions assimilées en 4 étapes seulement sur votre plateforme anticorruption Spacia. Étape 1. Renseignez les informations concernant le fait de corruption sur www.spacia.ci en précisant les personnes impliquées, le montant de l'infraction et le contexte de celle-ci. Étape 2. Ajoutez des preuves en pièces jointes, photos, documents, etc. à votre déclaration. Étape 3. Renseignez vos informations personnelles ou faites une déclaration anonyme. Étape 4. Enregistrez et effectuez le suivi de votre alerte en conservant le code de 20 caractères qui sera généré. Autre innovation, l'institution des prix d'excellence. Autre levier qui réjouit le WANEP, Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, engagé dans les actions de gouvernance et de démocratie. Ça permet de galvaniser la personne, mais ça permet aussi à la société de voir que c'est possible de le faire. Et ça fait un effet éducatif, un effet, je veux dire, de formation, un modèle pour les autres et surtout pour les jeunes. Lauréat de la première édition, le ministère d'État, ministère de la Défense. Une distinction qui se veut le fruit de plusieurs actions commando, dont la mise en place de l'unité spéciale de lutte contre les flux financiers illicites dans le secteur des mines. Le GS-Loi. À l'actif de ce détachement spécial, le démantèlement de 801 sites clandestins d'orpaillage, la saisie de 4 355 sacs de minerais, 146 millions de francs CFA, dont des devises étrangères, et la destruction de 320 motopompes, 395 concasseurs et 88 000 abris de fortune. Si ces nouveaux leviers viennent renforcer le dispositif ivoirien, qu'en est-il du résultat sur le terrain? Les mesures ci-dessus citées ont produit des résultats probants, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire de gagner 9 points sur l'indice de perception de la corruption de Transparency, passant de 27 à 36 sur 100
entre 2012 et 2020. Notre pays ne peut se satisfaire de tels acquis. Beaucoup reste encore à faire afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des États de référence en matière de bonne gouvernance et de lutte efficace contre la corruption. Ce bond qualitatif fait le bonheur de la société civile locale impliquée dans les actions de lutte, même si des efforts restent à faire. Selon les données de l'Afrobaromètre, 34% des Ivoiriens ont payé des pots de vin pour obtenir un service public de base tels que la santé ou l'éducation. Selon le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire a perdu environ 1 400 milliards de francs CFA en 2019, ce qui représente 64% du service de sa dette, soit 4 fois le montant des dettes reçues par le pays en 2019, c'est-à-dire 300 milliards de francs CFA. L'on peut aisément constater que ces pertes sont sensiblement équivalentes au budget 2020 consacré à l'éducation nationale, à hauteur de 1 milliard, et aux infrastructures routières, 400 milliards. Ces énormes pertes de ressources ne permettent pas la réalisation des droits sociaux, économiques et culturels. Social Justice tient à encourager les efforts du gouvernement ivoirien qui sont en cours, notamment les réformes au niveau de la stratégie nationale de lutte contre la corruption et la prise de la loi sur les lanceurs d'alerte qui permettront d'assainir la gestion des entreprises publiques et rendre les dépenses publiques plus efficaces. Quand il y en a trop, le contrôle devient difficile. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas encore atteint le trop-plein. Et avec tout ce que nous connaissons comme la haute autorité à la bonne gouvernance, un ministère dédié, une plateforme, etc., mais il faut que ces structures-là puissent travailler en bonne synergie pour que, à la fin, on ait corruption zéro ou en tout cas qu'on ait une diminution significative de cette corruption. Et il faut qu'on ait une bonne musique à la fin, puisque s'il y a trop de mains dans quelque chose, il faut qu'à la fin, on ait un résultat positif. Engagés aux côtés de l'État à surmonter ces défis, les activistes ivoiriens de la société civile vont-ils s'inspirer du modèle de leurs pairs burkinabés réunis au sein d'une seule organisation? Quel regard sur ce modèle? L'école burkinabé, c'est une belle leçon de toutes les structures de lutte contre la corruption. C'est une très bonne leçon. Ce n'est pas seulement le Burkina, il y a le Ghana aussi, qui travaille bien. Et nous sommes toujours en contact avec l'école burkinabé, les structures de bonne gouvernance. Nous sommes en train de chercher à pouvoir nous enrichir de leurs leçons pour pouvoir mettre en place ici aussi en Côte d'Ivoire certaines initiatives de coalition. C'est une très bonne école, nous les félicitons d'ailleurs. Et je pense que ce sont des choses à venir, ce sont nos perspectives de lutte, nos stratégies de lutte. Seuls, on ne peut pas atteindre l'objectif, mais c'est ensemble que nous pouvons pouvoir chercher à pouvoir mettre, pas vraiment fin, mais quand même à amoindrir ce fléau. Le modèle burkinabé a son contexte et ils ont réussi à faire cette plateforme qui est dédiée à la corruption. Mais il y a plusieurs organisations là-dedans. C'est parce que les organisations travaillent individuellement qu'ils ont fait cette plateforme. Bon, je le salue. Ça correspond au contexte du pays. Mais en tant que démocrates que nous sommes, nous pensons que ce n'est pas l'unicité de la voix qui donne le résultat. C'est le fait de ne pas se marcher là-dessus. C'est le fait de ne pas se contredire. Et la même chose, qu'elle est bonne, elle est dite par plusieurs voix, est mieux entendue que dite une seule fois. Le modèle burkinabé, bon, il marche, il a ses limites. Le modèle ivoirien, il marche, il a ses limites, mais c'est toujours de pouvoir tirer ce qui est positif dans l'un ou l'autre pour en faire le bonheur des populations. Avec ses succès et ses contraintes, le modèle burkinabé ne fait pas l'unanimité. Mais des activistes ivoiriens n'écartent pas d'expérimenter cette école qui a fait ses preuves sur le voisin pour mieux traiter une plaie du développement qui annihile action et efforts de bonne gouvernance. La corruption, maladie de l'attractivité du climat des affaires en Côte d'Ivoire comme au Burkina Faso, a guéri ou péri.